Salut tout le monde, bonsoir. Donc vous avez là devant vous deux des plus grandes fans de Totor en France, je pense. Voilà. C'est ça. Autoproclamé. Hein. Ceci dit, en passant, après, voilà, je préviens tout de suite, je suis pas une experte hugolienne non plus. C'est pas mon métier et on fait ça avec notre point de vue de lectrice, notre culture en tant que lectrice, voilà. Mais prenez pas ça pour Non, les lycéens voilà, qui nous écoutaient ou les collégiens, ne vous basez pas sur nous pour vos dissertes de bac. Bah, je pense qu'on va pouvoir commencer avec l'introduction, puisque j'aimerais bien replacer Les Misérables dans leur contexte, dans le contexte de Victor Hugo, son œuvre. Alors là, j'ai toutes mes notes à l'écrit, donc voilà, excusez-moi, mais je vais vous coller aussi ce que je vais mettre. Donc, Les Misérables, c'est sorti en 1800, ça commence, en 1862. Soit 30 ans après son dernier roman, qui était Claude Gueux en 1834, hein, presque 30 ans. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu Claude Gueux ou Notre-Dame de Paris, que j'ai également mis pour Perceline. Merci. Qui est de 1831. N'était pas dans le live. J'ai dit non. Et en fait, il faut savoir que Les Misérables, il a commencé la rédaction de ce gros pavé en 1845, 2 ans après le décès de sa fille Léopoldine. C'est pour ça que je vous ai mis en 1843 le tableau Léopoldine, qui est décédée, parce qu'il y a vraiment un avant et un après le décès de sa fille bien aimée. Ça a donné après les Contemplations, un recueil de poèmes magnifiques, etc. Mais vraiment, on sent qu'il y a eu une période où, niveau roman, il a moins été productif. Surtout, ça prend du temps d'écrire un pavé de 1600 pages. Voilà. Et donc, savoir qu'au moment où ça sort, Les Misérables, Napoléon III est sur le trône de France depuis pas mal de temps déjà. Et il faut savoir que c'est le grand ennemi politique de Victor Hugo, puisque Victor Hugo est exilé de France à ce moment-là pour des raisons politiques, parce qu'il a trop critiqué le pouvoir. Et ça va se ressentir dans Les Misérables, puisque Les Misérables, c'est un roman qui est beaucoup plus réaliste que Notre-Dame de Paris, pour comparer les deux. Si jamais s'il y a des personnes qui vont être sur les deux lectures communes. C'est un roman qui est beaucoup plus politique et social. On voit l'engagement de Victor Hugo dès la première page. Alors que Notre-Dame de Paris, on voit que c'est beaucoup plus dans le courant romantique, je trouve. Si Notre-Dame, c'est son grand roman historique à la Walter Scott, en fait. Alors que j'ai l'impression que Les Misérables, ça va annoncer ensuite des auteurs comme Émile Zola, quoi, notamment. C'est ça, on est déjà dans c'est vraiment, on sent les 30 ans qui se sont passés du 19e siècle avec énormément de changements politiques et que le romantisme, en fait, Victor Hugo, je trouve que c'est l'un des seuls romantiques qui arrive vraiment à faire cette transition vers après parler de la vie très très concrète du 19e et avec une grosse plus-value politique comparée. Il n'y a pas seulement le vague à l'âme, il y a en plus une autre visée chez Hugo. Le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux, Les Misérables, il y a des thématiques qui reviennent dans les engagements d'Hugo. Je vous lis le début qui donne bien le ton sur quelle est l'idée d'Hugo avec ce roman. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les 3 problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit ne seront pas résolus, tant que, dans de certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. 1862. C'est super ce texte-là. Victor, à chaque fois. Reviens, on a encore besoin de romans comme ça aujourd'hui. C'est sûr. On verra, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a plein de points dans ma lecture du tome 1, je dis c'est tellement actuel encore. Enfin, oui. Tout. Je vais vous demander maintenant quel a été votre avis global sur ce premier tome des Misérables. Et Perceline, je te pose la question. Voilà. C'est long, le début. Non, en fait, je comprends pourquoi vraiment là on peut lâcher. Le tout début, je dirais, même le livre 2 sur Jean Valjean, c'est encore long. Pour moi, j'ai vraiment été dans l'histoire à partir du moment où il y a Fantine, en fait. Et après,
Par contre, c'est hyper prenant et c'est grandiose. Voilà, moi, c'est ce que je pense, c'est que la première partie, elle est incroyable. Elle t'annonce tout ce qui va se passer par la suite, que ce soit dans les enjeux, dans les sentiments, dans les personnages. Tout est là. Mais vraiment, il faut s'accrocher sur les 2 premiers livres. On va commencer, avant de parler des personnages, de la place du narrateur dans Les Misérables, comment la narration est mise en place par Hugo. C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de la narration, Perceline, la voix du narrateur qui est marquée en effet dans Les Misérables? Moi, j'aime bien, et puis tu sens que c'est un homme de théâtre aussi, qu'il attrape son auditoire, en fait, qui dit, toi, lecteur, je me permets de dire de ce qui va se passer là, de ce qui s'est passé là. Enfin, on a des apostrophes qui sont très directes et qui nous forcent à avoir des avis, en fait, sur ce qu'il nous montre. On ne peut pas détourner les yeux et être loin. Voilà, c'est vraiment, il nous plonge le nez dans la misère, et je trouve que c'est du Victor Hugo, hein, Voilà, ça, moi je trouve que c'est très bien. On est à la fois dedans et extérieur. Il dit jeu, mais c'est un jeu qui est créateur en même temps. Et pourtant, c'est presque un jeu journaliste, en fait, de documentariste, en tout cas, qui nous dit voilà ce qui se passe. Ouais, c'est un narrateur qui va interpeller souvent le lecteur. Et j'aime bien comme il croit en nous, Victor. Oui. Genre quand il va dire, il va révéler quelque chose, mais le lecteur avait déjà compris que tel personnage en réalité est Jean Valjean, qu'on avait déjà vu. Et il y a vraiment une connivence et j'aime bien aussi quand ça c'est parce que j'ai déjà lu le roman aussi. Je connais déjà l'histoire, mais il y a quand même un peu des sortes de prolepses, ça veut dire qu'il va laisser des petits indices pour la suite. Ouais. Et c'est pour ça, il y a plusieurs fois où ça le fait dans ce premier tome. Donc j'ai mis, vous verrez, il y aura ce petit mème de Mickey quand il y a une prolesse. C'est un objet surprise qui va nous aider plus tard. C'est trop bien, j'adore. On pose le petit indice et ça reviendra un peu plus tard dans notre lecture. Il y en a plusieurs occurrences. Moi, j'ai mis vraiment en quoi la voix narrative, à quoi elle servait, comment elle était particulière. J'ai commencé. Il aime les digressions. Il aime faire, qu'on appelle, des tunnels. Alors, si vous avez survécu au Paris vu du ciel de Notre-Dame de Paris, préparez-vous. Là, le chapitre en l'année 1817. Là, vous avez tout l'historique de Paris en 1817. Hein. Voilà. C'est Victor, il ne peut pas s'empêcher. Le début du roman m'a fait vraiment mourir de rire. Parce qu'il commence en mode... il parle de Monsieur Bienvenu, là. Quoique ce détail ne touche en aucune matière au fond même de ce que nous avons raconté, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits, les propos. Et après, un tunnel sur Monseigneur Myriel faisant quasi 100 pages. Merci Victor. Et sinon, j'ai noté bien entendu que le voix du narrateur, c'était bien entendu, ça servait à Hugo de faire passer ses revendications. Notamment, alors j'avais noté page 30, il y a un passage contre la peine de mort. Et si vous avez lu Dernier jour d'un condamné, notamment, vous savez que Victor Hugo, déjà à son époque, plus de 100 ans avant la fin de la peine de mort en France, il luttait déjà contre la peine de mort. Il y a tout un passage sur l'échafaud, en fait, page 30. Je ne vais pas vous relire tout, mais... l'échafaud est le complice du bourreau, il dévore, il mange de la chair, il boit du sang, voilà. La mort n'appartient qu'à Dieu, de quel droit les hommes touchent-ils à cette chose inconnue? Voilà, il y a plein de propos, c'est le narrateur qui te dit clairement, directement, en fait, les convictions de Victor Hugo. Alors, avant de passer au personnage, je vous ai préparé un petit jeu qu'on fera à chaque tome, je pense. Ouais. Il s'agit le jeu des références hugoliennes. Voilà, ou ce que j'appelle le Victor Hugo verse. Puisque en fait, il y a, au cours de ma lecture, j'ai noté des références soit à d'autres œuvres de Victor Hugo, soit à la vie personnelle de Victor Hugo. Il y a Claude Gueux qui est là, voilà. Ouais, Claude Gueux est directement cité, voilà. Non, et après, j'ai pas fait attention. Alors moi, j'ai noté, sans ordre particulier, que Jean Valjean, quand il quitte le bagne, il se rend à pied à Pontarlier. Et Pontarlier, en fait, c'est une ville dans le Doubs.
Et il faut savoir que Victor Hugo est né à Besançon, dans le Doubs. Donc moi, je me suis dit, est-ce que c'est un hasard ou est-ce qu'il y a une raison voilà, Jean Valjean se rend vers la région natale de Victor Hugo. J'ai noté qu'il y avait plusieurs références dans ce tome 1 à l'année 1793. Il fait plusieurs passages où il évoque la Révolution, parce que c'est un sujet qui l'intéresse, puisque en 1874, il sort son roman 93, que j'ai pas encore lu, qui parle de la Révolution française, enfin surtout la partie toute avec Danton, la terreur. Voilà, la terreur. Voilà. En effet, la page 33, alors à chaque fois je dis des pages, mais ça veut rien dire pour vous parce que c'est les pages de mon édition. C'est pour moi les retrouver en fait. Mais en gros, au début, il fait une référence en effet à son arrière-grand-oncle, qui est un évêque de Ptolémaïs. Il fait une référence vraiment à un de ses ancêtres, encore une fois, ici. J'avais une référence directe à Claude Gueux. Et moi, j'ai noté, j'ai vu 2 références à un poème issu des Contemplations qui s'appelle « J'aime l'araignée et j'aime l'ortie », qui est, alors pour le coup, qui a été écrit en 1842, donc avant la rédaction des Misérables, mais il y a la figure de l'araignée et de l'ortie qui revient par 2 fois. Il y a quand Monsieur Myriel, le seigneur Myriel, il refuse d'écraser une araignée dans sa promenade, et plus tard, la partie avec Monsieur Madeleine, où on parle de l'utilité de l'ortie, en fait, tout ce qu'on peut faire de l'ortie. Et ça m'a évoqué ce poème que j'aime beaucoup, que je vous ai mis ici parce que je le trouve sublime. Et il faut savoir que Victor Hugo, c'est un des premiers qui s'est battu quand il a été à la Chambre des Pairs pour interdire la vivisection. Donc je vous laisserai regarder ce que c'est que la vivisection sur les animaux, c'est horrible. Et c'est un des... pas fondateur de la SPA, mais c'est grâce à son avancée en faveur des animaux que la SPA a été créée par la suite. Voilà. Engagement auprès des hommes et auprès des bêtes. Ce qui est rare pour un homme du 19e. Et je trouve, en fait, dans cette défense de ces animaux, de cet insecte et de cette plante que tout le monde déteste et tout ça, on retrouve aussi un peu l'idée derrière Les Misérables, où il défend ces misérables, ces miséreux, en fait, ces gens qui sont bannis de la société, comme on verra avec Jean Valjean et Fantine, et qui leur montrent qu'on leur accorde de l'amour. C'est tout le propos qu'on retrouve sur le genre humain dans Les Misérables. Je trouve ça sublime. Et tu penses quoi du fait qu'il ait changé de titre entre le moment où il a commencé à écrire et le moment de la publication, puisqu'au début ça s'appelait Les Misères, et finalement c'est devenu Les Misérables. Donc, ça axe encore plus sur les personnages, parce que les misères, c'est différentes formes de misère, mais là, les misérables, c'est vraiment... c'est plus... C'est pas... Je sais pas comment expliquer. Ça les incarne, quoi. C'est ça, ouais. C'est d'humain à humain, en fait. Ensuite, pour cette analyse du tome 1, je vous proposais de faire ça personnage par personnage, parce qu'en fait, c'est la façon dont ils sont introduits eux-mêmes. Il y a le chapitre 1 juste sur Monseigneur Myriel, après il y a le chapitre, donc la chute sur Jean Valjean, après il va y avoir Fantine, etc. Donc là, je vous ai mis la liste des personnages principaux, bien sûr, je n'ai pas mis tout le monde, il n'y a plus assez de place sur la diapo. Entre autres, les personnages qui apparaissent déjà et qui font partie, à part Monseigneur Myriel, les autres, on a déjà dans ce tome 1 les personnages les plus emblématiques, les plus connus des Misérables, ce qu'on évoquait tout à l'heure au début de live. Si même si vous n'avez jamais lu Les Misérables, vous avez sûrement déjà entendu parler de Jean Valjean, des Thénardier, Fantine, Javert et Cosette. Il manque peut-être Marius et Gavroche qui apparaîtront plus tard. Voilà. Qui apparaîtront pas avant le tome 3. Donc là. Et petite question avant d'entrer dans le vif du sujet, quel est votre personnage? Est-ce que vous avez un personnage préféré qui est ressorti de ce tome 1? Fantine. Après, j'aime beaucoup Jean Valjean aussi, mais je pense que je suis plus sensible à Fantine en tant que femme, je crois. Après, Jean Valjean, toute sa trajectoire, elle est superbe dans ce livre-là de l'exclu, qui va réussir à remonter dans l'échelle sociale, qui va faire le choix finalement de se sacrifier à nouveau. C'est une très très belle trajectoire, c'est un très grand héros presque shakespearien ou cornélien, presque Jean Valjean, mais je crois que le personnage de Fantine a quand même ce truc de tragique, puisqu'elle n'est là que pendant ce livre-là, puisqu'elle décède à la fin, et qu'en fait elle va quand même hanter presque tout le reste du récit, quoi, aussi.
Oui, c'est ça. Ben, ça anticipe un peu une question que je voulais vous poser tout à l'heure, mais on peut la poser maintenant. Pourquoi c'est Fantine qui donne le titre de ce tome 1? Le tome 1 s'appelle Fantine, alors qu'elle apparaît pas presque à la moitié du tome 1. Et voilà, on pourrait croire que pourquoi elle n'a pas alors nommé. Alors Jean Valjean, c'est le dernier tome des Misérables qui s'appellera Jean Valjean, pas le tome 1. Et je trouve que ce fait-là, c'est le personnage, je pense, qui marque le plus par son destin, et puis comme on ne la revoit plus après, en effet, c'était là le moment vraiment, et c'est ce qui incarne aussi tout ce que Victor Hugo va dénoncer, alors que Jean Valjean va suivre son évolution sur tout le long du roman. Alors du coup, on va commencer avec notre cher Monseigneur Myriel. Promis, je ne vais pas m'attarder aussi longtemps que Victor dessus. Et du coup, j'aimerais bien vous faire parler un peu des origines de Monseigneur Myriel, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnages des Misérables où on peut retrouver des inspirations de personnes réelles, en fait, derrière. Et Monseigneur Myriel aurait été inspiré par... Alors, je n'ai pas le titre complet, mais en gros, c'est l'évêque de Digne de 1805 à 1838, donc ça correspond aux dates à peu près du roman, et qui s'appelait Bienvenue de Miolis. Donc Bienvenue, on retrouve ce nom chez Myriel. On en reparlera un peu tout à l'heure de ce Bienvenue de Miolis, donc carrément existé. Et si on fait un peu de... Alors c'est quoi, l'onomastique, je crois que c'est un peu l'étude des noms. Moi, je trouve Bienvenue, bon, il porte bien son prénom. Voilà, c'est vraiment l'incarnation de l'accueil, du bienvenu. Bon, après, j'ai découvert aussi que c'était inspiré d'une personne réelle. Donc, je me dis, mais ça tombe bien, en fait. Et moi, je me suis... Alors, c'est moi qui extrapole. Surtout que, en fait, c'est inspiré d'un monsieur qui a vraiment vécu à Digne. Mais la ville de Digne, moi, à ma première lecture, je dis, Digne, ça m'a fait penser à quelqu'un de digne, à la dignité. Et donc, quelqu'un qui est digne, honorable, quoi. Et je trouve que ça correspond bien, en fait, avec le personnage de l'évêque. Alors, Père Céline, qu'est-ce que tu voudrais nous dire sur Monseigneur Myriel, à part le fait que... Je sais trop de choses, too much information sur Monseigneur Myriel. Et en plus, on ne peut pas dire qu'il est la vie la plus palpitante du monde. Non. Après, je suis d'accord aussi, Mélie et Laurence, c'est lui qui fonde toute la trajectoire de Jean Valjean. C'est-à-dire que c'est important d'avoir, alors peut-être pas la couleur du tapis, mais d'avoir le fait que ce soit un homme d'église et que ce soit pas un homme d'église corrompu, ce qui arrive très souvent dans énormément de romans où on montre l'hypocrisie de l'église, et là au contraire on a un vrai homme chrétien dans le fond de son âme en fait, et donc qui applique les principes, préceptes de bonté, de don au prochain, de rédemption, et qui croit à l'âme humaine, et voilà, donc c'est hyper important qu'on ait ce personnage là. Après, je pense que c'est très bien ce que font les adaptations, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça pour comprendre l'âme de Monseigneur Bienvenu, quoi. Mais ça reste un personnage beau et bon, et qui permet à Victor Hugo de parler des quêtes du romantisme, à savoir la perte du Premier Empire et la perte de Napoléon, qui était ce monde fantasmé par les romantiques, quoi. Et donc, comme Monseigneur Myriel croise Napoléon qui lui offre le fait de devenir évêque, et ben il y a quelque chose de... Voilà, c'est là où on aurait dû aller, c'est sans Napoléon, voilà, c'était la grandeur, et Monseigneur Myriel est l'héritier de cette grandeur napoléonienne, qui va faire de Jean Valjean l'héritier de la grandeur napoléonienne, quoi, par personnage interposé. Mais j'ai trouvé que la fin, quand il lui dit « je vous rachète votre âme », en fait, on a un pacte faustien, mais complètement à l'inverse, et donc c'est formidable. Voilà, il y aura certainement d'autres choses qui viendront, mais en tout cas, oui, c'est long, c'est nécessaire, mais on aurait pu enlever certains détails. La liste des dépenses, par exemple. Mais tout, mais de sa sœur, mais tout, mais on en sait trop, mais pourquoi? Et donc, on va parler de notre cher Jean Valjean. Et encore une fois, j'ai voulu vous parler de ses origines. Alors là, je vous ai mis 2 illustrations. Alors, c'est des illustrations. Je n'ai pas mis les illustrateurs à chaque fois, je suis désolée, mais c'est des illustrations d'époque des romans, en fait. Donc, à gauche, vous avez Jean Valjean vagabond au début, et ensuite, vous l'avez en Monsieur Madeleine. Et je voulais vous parler des origines de Jean Valjean, puisqu'il a lui-même aurait été inspiré par un véritable homme. Et c'est là que je vous reparle de Monsieur Monseigneur Bienvenu de Moliès, là. Du coup,
là, je vous ai mis un extrait, en fait, d'une revue d'histoire littéraire de la France, qui parle, en fait, d'un monsieur Pierre Morin, qui, c'est très semblable à Jean Valjean, qui, en fait, a dérobé du pain chez Jacques Boulanger pour nourrir la famille de sa sœur qui criait famine. Et lui, il a été en fait condamné à 5 ans au bagne. Il a fait que 5 ans parce qu'il s'est pas évadé, contrairement à Jean Valjean qui, lui, on reviendra dessus. Et en fait, il a trouvé l'asile chez ce fameux Moliès qui était l'évêque de Digne à l'époque. Et en fait, il l'a aidé en fait à se réinsérer, à lui trouver du travail. C'est une discussion en fait avec un journaliste qui a discuté avec le chanoine Angelin qui était le secrétaire de l'évêque de Digne à l'époque. Et en fait, ce Pierre Morin qui aurait inspiré Jean Valjean, il meurt en 1815 à Waterloo. Vous allez voir que donc dans le camp de Napoléon, vous allez voir que 1815 Waterloo, c'est une date clé des Misérables. Il y a plein d'événements des Misérables qui découlent de Waterloo. C'est pas pour rien qu'il y a 100 pages dédiées à cette bataille. Promis, le tome 2 vaut le coup aussi. Il faut juste passer le début du tome 2 comme le tome 1. Voilà. Alors, il faut savoir que cette anecdote est aujourd'hui débattue. Donc voilà, je vous informe qu'il y aura peut-être une inspiration, mais Victor Hugo s'inspire de plein de choses, c'est hyper intéressant. Et Jean Valjean, dans la première version de Les Misères dont tu parlais, il s'appelait Jean Tréjean. Et finalement, c'est Jean Valjean, et c'est dit dans le roman que c'est une contraction de voilà Jean. Jean, voilà Jean, et sa mère s'appelait Jeanne aussi, voilà. Donc, et il était émondeur, ça veut dire que c'est un métier que je ne connaissais pas. Émondeur, en fait, c'est ceux qui taillent les arbres, en fait. Voilà. Et le fait qu'il s'appelle Jean, ça sonne aussi comme un Jean, comme quelqu'un, en fait, ça peut être n'importe qui. Oui. Je trouve que, voilà, on suppose que Victor Hugo étant ce qu'il est, quand il dit lui c'est un Jean, ça veut dire que c'est quelqu'un, c'est n'importe qui. On peut tous et toutes s'identifier à Jean Valjean, ou ça peut à tous et toutes nous arriver ce qui arrive à Jean Valjean, en fait, et d'être en proie à ces doutes-là et ces choix-là, en fait. Et même pour la sonorité, Jean Valjean, cette répétition, ça sonne tellement bien, quoi. Mais tout le monde connaît les noms des personnages des Misérables dans la rue. N'importe qui, suivant son niveau d'études, son âge, tout le monde va connaître les noms. Et c'est là où c'est du génie. Et tu sais que ça marque notre culture française, quoi. Je voulais vous parler un peu de l'apparence de Jean Valjean. Comment il est décrit. Alors là, je vous ai mis une autre illustration de l'époque. Voilà, de Gabrion. Donc, c'est un des illustrateurs des Misérables. Gabrion, je crois. C'est écrit en bas. Je crois que c'est Gabriel. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on compare, en fait, la première description qui est donnée de Jean Valjean quand il apparaît dans le roman, donc au début du livre 2, qui s'appelle La Chute, je crois, ou je ne sais plus. Ouais. Et le comparer, en fait, aux différentes adaptations. J'ai pas mis toutes parce qu'il y en a 40. Mais à différentes adaptations, comment est incarné Jean Valjean à l'écran pour voir si les adaptations sont fidèles ou non. Comment il est, sans vous lire tous les extraits, mais en gros, ce qui est déjà, première caractérisation, quand il apparaît, c'est écrit « Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable ». Voilà. Et le mot misérable est utilisé plusieurs fois pour parler de Jean Valjean. Alors ensuite, j'ai noté comme caractéristique de Jean Valjean qu'il était trapu et robuste. Il a une barbe longue et la tête rasée, une casquette à visière, une chemise en toile avec une cravate, qu'on voit bien, hein, la cravate, on la voit, l'illustration est hyper fidèle pour le coup. Un pantalon usé à un genou, et là on voit même que voilà, il y a un trou là, c'est rapiécé et tout, et un sac et un bâton. Maintenant, je vais vous montrer différentes incarnations de Jean Valjean à l'écran. En haut, à gauche, parce que je n'ai pas mis les légendes, j'ai mal fait mon travail. Vous avez Jean Gabin dans ce film-là, que je vous remontre là. Le film de 1958 de la Noix. Oui, à chaque fois, je dis de la Noix, c'est pas du tout de la Noix, c'est Le Chanois. Donc, vous avez donc Jean Gabin en 1958. Ensuite, au milieu, vous avez Lino Ventura dans l'adaptation de Robert Hossein de 1982, que j'ai ici également en DVD.
Sachant que Lino Ventura, c'était un ancien boxeur. Je trouve que ça va bien avec le côté gros gaillard de Jean Valjean. Ensuite, vous avez tout à droite en haut Hugh Jackman dans l'adaptation de la comédie musicale de 2012. Et vous avez enfin tout en bas Dominic West dans la série de la BBC de 2018. Encore une fois, j'ai pas mis toutes les adaptations qui existent parce qu'il y en a plein. Il y en a une qui arrive à la fin de l'année encore. Voyez. Selon vous, laquelle est la plus proche? Je sais pas. Quelle est la votre préférée? Alors, bien sûr, c'est purement visuel puisque on n'est pas là pour analyser chaque adaptation. Ça, c'est une vidéo que je vous ferai à la fin de l'année. Ouais. Moi, je trouve qu'au niveau de la description de la gravure, c'est celui de la BBC qui correspond le plus. On sent qu'au niveau de l'époque, même pour les acteurs, c'était pas la mode d'avoir une barbe Gabin et Ventura, quoi. C'est que il faut qu'il soit imberbe et c'est pas là-dedans que ça se joue pour Jean Valjean, alors que les deux autres qui sont à partir des années 2010, quoi, en gros, il y a la barbe qui est présente, quoi. Et on voit même que ils sont pas si vieux. Alors, je sais pas à quel âge Gabin et Lino Ventura ont joué Jean Valjean et à quel âge les autres l'ont joué, mais ce serait intéressant de regarder ça parce qu'on a des Jean Valjean plus vieux, j'ai l'impression, du côté de Gabin et Ventura. Bah, Jean Gabin, dans le film, il a la même tête t'as l'impression qu'il a le même âge tout au long de l'histoire, alors que Les Misérables, ça va quand même sur une grande période, tu vois, temporellement. C'est Jean Gabin qui a juste une casquette, là. Lino Ventura, putain, je vous ai remis une autre image avec Lino Ventura. On voit qu'il est grimé différemment, et on voit que le temps passe. Et pour le coup, Hugh Jackman et du coup Dominic West, c'est eux qui changent vraiment le plus dans les. On voit que le maquillage, les coiffures changent vraiment aux différentes périodes de leur vie. Que ça soit quand il est l'ancien bagnard, quand ils sont en Monsieur Madeleine, quand plus tard à Paris, etc. On les voit vraiment vieillir, surtout Hugh Jackman. Pour le coup, le film de 2012 a plein de défauts, mais alors, je sais que ça fait débat le casting de Hugh Jackman. Moi, je trouve qu'il fait le taf en Jean Valjean. Puis aussi, il a été casté parce que c'est un acteur de Broadway, c'est une comédie musicale. Voilà. Donc franchement, moi, je trouve qu'ils font le. C'est intéressant de voir comment le personnage évolue. Alors que Jean Gabin, à l'époque, en effet, c'est Jean Gabin tout le long. C'est drôle, ça me fait rire. La renaissance de Jean Valjean. Alors, est-ce que, chers lecteurs, lectrices, avez-vous compris, dès le début, sur ceux qui le lisent pour la première fois, qui était Monsieur Madeleine? Soyez francs avec nous. Avez-vous compris que Monsieur Madeleine et Jean Valjean étaient la même personne? Bon, Personne, tu connaissais l'histoire. Donc, Ben ouais, mais en fait, quand tu démarres par les téléfilms et par les adaptations, tu le sais. Et donc, c'est ça qui est très... En fait, j'aurais adoré lire le livre sans avoir vu aucune adaptation pour savoir si j'aurais pu deviner ou pas. Et j'aimerais avoir, enfin, s'il faudrait fouiller ou quoi, des témoignages de lecteurs, lectrices à l'époque, savoir si elles ont décelé que M. Madeleine était Jean Valjean ou non, quoi. Mais surtout, on peut se dire, à ce moment-là, c'est encore Victor qui nous introduit un autre personnage. D'un Myriel, après on a Jean Valjean, après on a Fantine, et après on retrouve, et en fait il y a Fantine, je consacre une partie après sur ça, je ne l'ai pas encore vraiment évoqué, mais voilà, du coup Fantine va à Montreuil-sur-Mer, la ville de son enfance, et là elle rencontre Monsieur Madeleine, tu vois, mais non, du coup, mais j'aime bien quand le narrateur me dit « Ah oui, vous avez sans doute reconnu Jean Valjean ». Qu'est-ce que tu as pensé en fait de cette nouvelle identité, toute cette partie où il prend l'identité de Monsieur Madeleine, pardon. J'ai appelé ça une renaissance. Fascinant parce que j'adore les personnages avec plusieurs identités. J'adore quand un personnage avait un tout autre passé, qu'il réussit, qu'il disparaît, qu'il réapparaît plus tard, il a une autre identité, il change tout. Et ça tient qu'à un fil. Ça, c'est des choses qui me passionnent dans la littérature. Donc, vraiment, moi, je trouve ça génial, la renaissance, en fait, le fait de... Il a signé un pacte, pas faustien, en allant vers le mal, mais il a signé un pacte en allant vers le bien, et donc, il met tout au bien. Et tout à fait, comme tu dis, Laurence, c'est Marie-Madeleine aussi. Enfin, c'est... Voilà, qui a une seconde chance à travers Jésus.
Et que du coup, même lui, il devient bienfaiteur en fait des autres et que c'est trop beau quoi. Quand il a son usine, quand il a Fantine, quand il l'aide, quand tout quoi, quand il se rend compte que c'est de sa faute à lui indirectement que Fantine est dans cette situation et qu'il va tout faire. Enfin, c'est trop bien. Par contre, ça m'a rendu folle cette scène. Pourquoi ils n'ont pas essayé de soulever cette charrette à plusieurs? Ah bah ça. Pour le scénario. Alors des fois, ouais, faut pas se poser de questions. Ça me fait penser au bout d'un moment, il y a une scène où le narrateur, je sais plus à quel moment, il dit ça serait compliqué d'expliquer comment Jean Valjean essaie de faire ça, donc on va pas le dire. C'est vraiment le tais-toi, c'est magique, quoi. J'étais morte. Mais bon, Victor, il se permet des trucs. Ouais. Ouais, mais pour revenir à plusieurs identités, Jean Valjean, vous allez voir, petit spoiler pour ceux qui connaissent pas, mais c'est un personnage qui va vraiment avoir plusieurs identités, il va d'autres identités qu'on va découvrir de Jean Valjean plus tard dans l'histoire. Est-ce que tu auras d'autres exemples de, justement, tu parles de personnages qui changent d'identité, tu as des exemples à donner dans la littérature? Bah, pas là, non. Moi, ça m'a fait penser à Heathcliff. Alors, il ne change pas en identité, mais il disparaît et il réapparaît il revient riche. Et tu sais, là, tu sais, avec Jean Valjean, comment il est devenu. Heathcliff, tu ne sais pas comment il est devenu riche. Après, moi, je pense à Monte Cristo. Ouais, Monte Cristo, dans la pièce de Shakespeare, Viola qui devient son frère, du coup, voilà. Moi, j'ai noté, du coup, que c'est flagrant dès le début à quel point il est devenu presque Monseigneur Myriel, lui aussi, en fait. C'est dit clairement, hein, le narrateur nous dit vraiment, il fait des comparaisons évidentes avec Monseigneur Myriel, dans son mode de vie, dans sa chambre qui est toute simple, voilà. Ça m'a touché aussi le passage où il apprend le décès de Monseigneur Myriel et il porte le deuil. Et les gens se demandent pourquoi il porte le deuil de cet évêque, etc. Et moi, le passage qui m'a vraiment fait un pincement au cœur, c'est quand il dit qu'il donne de l'argent à tous les petits Savoyards qui passent comme s'il espère que l'un d'eux soit Petit Gervais des années après. On n'a pas trop évoqué, pas trop évoqué la scène avec Petit Gervais. Je sais pas si tu veux revenir dessus ou pas. Non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Si dans un des podcasts France Culture, j'ai écouté un des spécialistes des Misérables qui disait qu'une adaptation des Misérables, elle était bonne s'il mettait la scène de Petit Gervais. Parce que c'est là où tu comprends que c'est le dernier acte malveillant de Jean Valjean et que c'est là vraiment où il choisit finalement d'aller vers le bien. Et donc, c'est à ça qu'on juge une bonne adaptation a priori. Je ne sais pas si ça t'aidera dans ton barème pour la vidéo finale, mais... Ouais. Voilà. Et ben écoute, l'adaptation que je déteste de 2018, mais la scène avec Petit Gervais. En même temps, vu qu'il fait 8 ou 10 épisodes, il peut. Non, et puis c'est vraiment ce côté, vraiment, c'est ça qui l'a fait basculer. En fait, il est accusé de ça, en fait, par Javert, etc. En fait, il n'y aurait pas ce vol de cette pièce. Et puis en plus, c'est pas une pièce de. Enfin, c'est pas un magot d'or, quoi. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va le hanter, le poursuivre, ce crime, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi, du coup, pour revenir sur cette scène, donc la fameuse scène de la charrette, qui est très importante pour deux raisons. La première raison, c'est parce que déjà, cette scène, ça coïncide avec l'introduction de Javert à ce moment-là, dans lequel on va reparler. Ça va être du coup un des indices qui va mettre la puce à l'oreille de Javert, puisqu'il se souvient d'avoir vu Jean Valjean au bagne avec une telle force. Et là, il va dire à M. Madeleine, j'ai connu qu'un seul homme au bagne à Toulon, il met bien tous les machins, qui pourrait le faire, donc possible que... Et du coup, là, en fait, il y a vraiment un premier dilemme pour Jean Valjean, puisque il sait qu'en fait, s'il sauve le père Fauchelevent à ce moment-là, il va se mettre, en fait, il va encore plus braquer l'attention les soupçons de Javert sur lui, parce qu'il vient clairement de dire, il n'y a que Jean Valjean qui peut faire ça. Donc, voilà. Donc, il y a un premier dilemme. Est-ce que je sauve cet homme pour pas qu'il ait les jambes brisées, ou alors, non, je préserve ma fausse identité, qui a une nouvelle identité, une nouvelle vie, qui va bien aussi, tu vois, il est au dehors de tout soupçon à ce moment-là. Et aussi, en fait, une fois que Monsieur Fauchelevent est sauvé, on voit qu'il est blessé, etc. Et du coup, que Jean Valjean lui trouve une place, en fait, comme jardinier dans un couvent à Paris. Et ça, messieurs, dames, ça va nous servir plus tard. Ce personnage et le fait que Jean Valjean l'ait sauvé et que maintenant il vit à Paris,
disons que des fois, le karma, quand on fait des choses bien, Oui. ça nous revient. J'en dirais pas plus. On va le revoir, le monsieur Fauchelevent. Voilà. Et ensuite, du coup, pour poursuivre dans cette question de dilemme, au fur et à mesure que Javert va avoir des soupçons, il arrive cette fameuse scène que je trouve hyper intéressante, où Javert arrive et va avouer qu'il était prêt en fait à dénoncer et à arrêter Jean Valjean, parce qu'il était convaincu que c'est Jean Valjean, jusqu'en fait, finalement, il y a un autre Jean Valjean qui a été arrêté. Et alors là, il y a toutes les explications un peu tirées par les cheveux de pourquoi ce champ Mathieu serait Jean Valjean, etc. Et qui en plus est un sosie de Jean Valjean, à tel point que Javert dit alors c'est lui. Et donc va arriver le dilemme. Est-ce que tempête sous un crâne. ce fameux voilà, et qui est hyper intéressant en fait. Est-ce que je me dénonce pour établir la justice en fait, ou est-ce que je laisse ce malheureux être condamné à ma place et moi je continue ma vie en fait, sachant qu'à ce moment-là il doit venir en aide à Fantine aussi, donc il n'y a pas que sa sécurité à lui, la sécurité de Fantine et de Cosette qui est mise en jeu en fait. Du coup, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place quoi? C'est quand même hyper intéressant et courageux la décision qu'il finit par prendre. Qu'avez-vous pensé aussi de voir toute la scène où il essaye d'aller à Arras et le destin semble s'acharner contre lui, comme quoi moi j'ai l'impression mais c'est un signe du ciel en fait, tous les signes disent ne va pas à Arras, continue ta vie, et non il continue y aller finalement, et d'un autre côté il dit alors juste la roue est cassée, juste je peux pas y aller, mais tu vois, il dit à chaque fois, est-ce que je vais prendre cette possibilité de rentrer chez moi, de faire comme si de rien n'était? C'est hyper intéressant. C'est un passage qui c'est souvent pas très, c'est souvent éludé, enfin pas aussi développé dans les adaptations, et je trouve que ce chapitre où il erre et qui me rappelle en fait la première insomnie au début quand il est chez Monsieur Myriel et il hésite à voler. Et là, une autre insomnie, c'est hyper intéressant. Et il y a un détail que je trouve hyper intéressant, c'est quand il revient après s'être dénoncé, il a les cheveux subitement blancs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je crois que c'est la sœur Marie-Antoinette. Voilà, c'est le syndrome de Marie-Antoinette. En fait, il a blanchi d'un coup, en fait, ce qui est vraiment, ce qui existe vraiment. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, vraiment ce côté comme il a perdu quelque chose, en fait, que. Ou est-ce qu'il a gagné quelque chose? Est-ce qu'il a gagné la sainteté? C'est comme une auréole, en fait, aussi, d'avoir les cheveux blancs, d'avoir les cheveux gris. En fait, c'est comme si le Christ qui a vécu ses tentations, et il revient Alors, j'ai pas fait mon caté, donc j'ai peut-être mais je crois qu'il revient du désert, et puis finalement, enfin voilà, ça y est, il a eu la révélation, le truc, et il sait quel va être son chemin, et que c'est le sacrifice, quoi, en fait, aussi. Donc, je pense que c'est aussi cette image du blanc et de l'auréole autour du crâne, en plus du fait que maintenant, c'est aussi un condamné dont le temps est compté aussi. Alors, je vais passer à Fantine. Notre chère Fantine. Déjà, je voulais parler des origines de Fantine. Encore une fois, Fantine, on peut trouver des inspirations dans une scène réelle, et ça, c'est Victor Hugo lui-même qui nous en parle. En fait, il a écrit un petit recueil qui s'appelle Choses vues. Là, je vais vous mettre un extrait. Donc, ce qui se passait en 1844, donc juste un an avant l'écriture de Misérables. Et l'extrait est lisible sur Gallica. Donc voilà, ils expliquent quand même en fait comment en janvier, en sortant d'une réception, il a été témoin en fait d'un jeune homme riche, comme dans le roman, qui en fait pour s'amuser va mettre en fait de la neige dans le dos d'une prostituée. Ce qui est pour l'époque, ça peut être une condamnation à mort. D'ailleurs, dans le roman, c'est ce qui va aussi provoquer en fait la mort de Fantine, puisqu'en fait, ce coup de froid soudain va réveiller sa maladie et fait pourquoi elle meurt. Voilà. Donc c'est horrible à cette époque-là. Et en fait, donc la prostituée va se défendre et c'est elle qui va être arrêtée. Et en fait, Victor Hugo, témoin de la scène, va intervenir auprès des gendarmes pour la libérer. Ce que fera Jean Valjean également dans le roman. Voilà. Ensuite, j'en ai parlé donc aussi du prénom Fantine dont on parlait. C'est hyper intéressant parce que là, la narration nous parle réellement des origines de son prénom. Fantine était un de ces êtres comme il en est clos, pour ainsi dire, au fond du peuple. Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu.
Nanana, de quels parents qui pourrait le dire? On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle se nommait Fantine. Pourquoi Fantine? On ne lui avait jamais connu d'autre nom. À l'époque de sa naissance, le directoire existait encore. Point de nom de famille, elle n'avait pas de famille. Point de nom de baptême, l'église n'était plus là. Elle s'appela comme il plut au premier passant qui la rencontra toute petite, allant pieds nus dans la rue. Elle reçut un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. On l'appela la petite Fantine. Personne n'en savait davantage. Cette créature humaine était venue dans la vie comme cela. C'est tellement. Je m'intéresse beaucoup au choix l'importance du prénom des personnages, le choix dans mes romans, aussi dans mes lectures. Et je trouve ça hyper intéressant qu'elle vient de nulle part, en fait. Fantine, elle est là, comme ça, là, comme elle est apparue. Et on pourra s'y anticiper sur où elle finit, en fait. Elle redevient nulle. Elle finit de nulle part, en fait, dans une fosse commune. Donc, ouais, c'est hyper intéressant. Et moi, en fait, je me suis posé la question. En fait, ça m'a sauté aux yeux le choix de Fantine. En fait, parce que du coup, au d'un moment, je lisais la description qui est un peu plus tard, où c'est été écrit description de Fantine. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec une image de Fantine, puisqu'on va parler de sa description. Elle portait à sa main, plus volontiers que sur sa tête, son petit chapeau de paille. Ses épais cheveux blonds, enclins à flotter et facilement dénoués, donc cheveux dénoués. Ses lèvres roses babillées avec enchantement. Et là, j'avais noté, elle a une description enfantine. Et je me suis dit, enfantine, bah oui, Fantine, enfantine. Et ça m'a sauté aux yeux en ce moment-là, en fait. Elle est décrite comme un babillé, c'est l'enfance, en fait. Bah oui. C'est une enfant. Plus tard, c'est écrit la joue puérile. Les franges puériles, c'est puère, c'est l'enfant, en fait. Voilà, c'est hyper intéressant et je me suis dit, bah ouais, Fantine, ça vient de là, en fait, le surnom qu'un passant lui aurait peut-être donné. Pour revenir sur la description, du coup, j'ai mis une illustration de l'époque. De ce qui est noté de Fantine, c'est qu'elle est considérée comme très belle, hein. Elle a les yeux bleus, elle est blonde, elle a de belles dents. Ça, c'est très important pour la suite. Et d'ailleurs, ses cheveux blonds et ses belles dents, c'est un peu sont ses seules richesses. On parle de son rire, de son innocence. On dit qu'elle est la pudeur. Nous avons dit que Fantine était la joie, Fantine est aussi la pudeur. Et quelques lignes plus tard, elle est comparée à une vestale. Une vestale, si vous savez, c'est une fête, c'est dans la Rome antique, c'était les déesses les prêtresses qui vénéraient la déesse vierge Vestale, la déesse du foyer, et qui devaient donc entretenir le feu sacré. Donc c'était des prêtresses qui restaient vierges et pures tout au long de leur vie, en fait. C'est hyper intéressant que Victor Hugo fasse cette référence. D'ailleurs, il y a des références à des statues grecques dans la description aussi de Fantine. Et encore une fois, j'aimerais bien comparer rapidement à d'autres adaptations, des adaptations, puisque si vous avez en tête peut-être d'autres adaptations, vous avez peut-être remarqué que Fantine, elle est rarement blonde dans les adaptations. Alors, hop, elle est souvent brune. Là, je vous ai noté. Donc là, vous avez, en partant de gauche à droite, on a donc Charlotte Gainsbourg dans la série de 2000. Ensuite, on a Anne Hathaway dans le film, le musical de 2012. Et en fait, donc, vous avez deux images à droite de Lily Collins dans la série de 2018. Vous avez l'avant et l'après. Et voilà. Et en fait, elle est souvent brune. Et il y a quand même quelques adaptations qui sont blondes. Alors, encore une fois, c'est pas sur toutes les adaptations qui existent, qu'il y en a beaucoup. Mais dans les adaptations où elle est blonde, on peut dire que dans celle de 1958, Daniel Delorme, c'est un blond foncé. En tout cas, sur la couverture de mon DVD, je ne sais pas si on voit, hop, elle est bien blonde. Et vous avez Shoujo Kojette, fallait que j'en parle, qui est une adaptation qui date des débuts des années 2000, en animé des Misérables, qui est, ma foi, l'une des adaptations les plus fidèles des Misérables. Alors, pas du tout. C'est Cosette, le personnage principal. Donc, en fait, vous n'avez pas toute la partie avec... en fait, vous avez la vie de Cosette dès le début jusqu'à la fin, mais du coup, vous n'avez pas toute la partie avec Monseigneur Miel, etc. Mais toute la partie, en fait, de l'enfance de Cosette, ça commence quand elle est déposée chez les Thénardier, jusqu'à la fin des Misérables, c'est hyper fidèle. Vous avez plein de scènes des romans qui ne sont jamais adaptés, mais qui sont adaptés dans Shoujo Cosette. C'est hyper intéressant. Et du coup, dans Shoujo Cosette, Fantine est bien blonde. Voilà. Et est-ce que
Enfin, je trouve ça intéressant parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance à la couleur des cheveux des personnages, notamment dans Les Hauts d'Hurlevent avec Catherine la brune, Catherine la blonde et les choix. Pourquoi changer une couleur de cheveux? Je sais pas pourquoi Est-ce que c'est pour distinguer la mère et la fille? Je pense qu'il y a ça et je pense que Victor Hugo, il est très associé à Esmeralda et donc à la brune. Je crois qu'il y a de ça quoi, quand même, que dans le Hugoverse, il y a la brune. Voilà. Que tu vois Lily Collins, là, tu vois juste l'image, la première avec ses longs cheveux, le décor un peu médiéval, cette robe-là, tu peux te dire, si on te dit est-ce que c'est Fantine ou est-ce que c'est Esmeralda, tu sais pas quoi. Oui, je voulais vous parler de cette descente aux enfers de Fantine, qui est ce qui nous a le plus marqué, je pense. D'ailleurs, en fait, pourquoi je dis descente aux enfers? Puisque c'est littéralement le titre de la partie qui va parler de ça, c'est la descente, en fait. Parallèle avec la partie sur Jean Valjean qui s'appelle La Chute. Et moi, ça m'évoque l'idée de ces descentes aux enfers symboliques, les catabases, descentes aux enfers. J'ai fait une vidéo dessus. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et ensuite, du coup, si on reprend dans l'ordre chronologique la désillusion de Fantine. Donc là, j'ai mis une image de la série. Donc, comme je disais, la série, elle a plein de défauts. On en reparlera dans de prochaines vidéos. Mais au moins, elle adapte plein de choses qui ne sont pas adaptées habituellement. Et dans l'épisode 1, on a toute la relation entre Fantine et Tholomyès qui est représentée. C'est hyper intéressant. Je voulais parler de ce cher Félix Tholomyès qui a une description, ma foi, peu glorieuse. Moi, j'ai noté, on sent au début, dès la description de Victor Hugo, il n'a pas l'air de trop l'aimer. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous vous souvenez comment il est décrit Tholomyès physiquement? Non, j'aimerais comparer avec la description de Phébus, du coup. Ah, et ben écoute, je donne la description de Tholomyès, donc tu recherches la description de Phébus. En effet, il y a des petits points communs entre les deux personnages. Alors, Tholomyès était l'antique étudiant vieux. Il était riche. Il avait 4000 francs de rente. 4000 francs de rente, splendide de scandale sur la montagne Sainte-Geneviève. Tholomyès était un viveur de 30 ans, mal conservé. Il était ridé et édenté. Et il ébauchait une calvitie dont il disait lui-même sans tristesse. Crâne à 30 ans, genoux à 40. Il digérait médiocrement et il lui était venu un larmoiement à un œil. Rien pour lui physiquement, hein. Non. Après, il y a certains personnages, tu vois que Victor Hugo, il utilise vraiment la méthode, le physique représente, il y avait ça avec les Thénardier aussi, représente l'intériorité. Oui. Voilà. Et pour continuer avec Tholomyès, il y a une certaine ironie d'Hugo par rapport à lui. Les titres de chapitres sont très ironiques souvent. Le chapitre qui s'appelle Sagesse de Tholomyès, où il a son discours, où il appelle à être infidèle, tout en disant que le cœur des femmes est changeant. L'hypocrisie, voilà. Et il dit aux filles, ne vous mariez pas, etc. Ce qui est tellement un privilège de mec. Oui, un mec à cette époque-là peut être couché à droite, à gauche, et encore... et ne pas se marier, mais une femme ne peut pas faire ça, tu vois. Et c'est juste avant qu'il les abandonne, voilà. Puis il y a le contraste aussi, il y a tout ce passage très bucolique où les 4 couples déambulent, etc. Ouais. Et en fait, il y a une petit mème de Mickey encore. Il y a un moment où Favorite, donc une des compagnes, dit les limaces se promènent dans les sentiers, signe de pluie, mes enfants. Et là, j'ai noté, ça annonce le début des problèmes qui vont arriver juste après. Voilà, les limaces se promènent dans les sentiers. Pour moi, les limaces, c'était les 4 mecs, en fait. La pluie qui arrive pour Fantine, voilà. Et la fin du chapitre où tu comprends qu'en fait, que Fantine avait un enfant, c'était pas évoqué juste là. Mais moi, j'avais pas compris que Tholomyès c'était le père de Cosette. Hein. Ah ouais? Ah non. Tu pensais qu'elle arrivait plus tard, Cosette, peut-être? Non, mais j'arrivais pas. Pour moi, ça durait pas aussi longtemps entre Tholomyès et Fantine. Parce que finalement, il reste que quasi 2 ans, parce que c'est en 1817 qu'il la quitte, et Cosette, elle a déjà au moins 1 an et quelques, quoi. Bah oui. Donc, non seulement il abandonne Fantine, mais il abandonne leur fille, en fait. Bah oui. C'est pire encore, c'est encore pire, quoi. Parce que moi, au début, la première fois que j'ai vu Les Misérables, je croyais qu'elle était enceinte au moment où il l'abandonne. Ouais.
et peut-être qu'il savait pas forcément. Non, en fait, il sait qu'elle est en enfant. Il sait qu'il abandonne un bébé, quoi. Plus une jeune fille. Et bien pour moi, je m'étais imaginé qu'elle avait déjà Cosette avant de rencontrer Tholomyès. Ah, d'accord. Et bien ensuite, je voulais vous parler des sacrifices que Fantine va devoir faire un par un. Alors, désolée pour la qualité d'image. Je m'aperçois que c'est en pixel. C'est une image de l'adaptation de 2000. Donc, c'est la scène où Fantine dépose Cosette chez les Thénardier. Du coup, première apparition de Cosette enfant. Et là, on apprend que Cosette, en fait, c'est pas son prénom, c'est son surnom. Le surnom que lui donne sa maman. Cosette, en fait, c'est la petite chose, le petite Cosette. Cosette, c'est le diminutif fillette, voilà. Et son vrai prénom, c'est Euphrasie. C'est vraiment le prénom 19e par excellence. Et je trouve qu'il y a un côté très un peu... Euphrasie, ça fait un nom très distingué, noble. Ça fait Marivaux. Il y a Euphrosine dans L'île aux esclaves de Marivaux. Ouais. Et le fait que sa petite fille, elle lui ait donné un nom qui fait un peu distingué, c'est peut-être le fait que ça soit un nom connoté ancien qui me donne l'impression que c'est un prénom un peu, tu sais, pas de la haute, un peu, voilà. Mais ça reflète bien, en fait, tout l'amour que Fantine a, aussi un peu l'amour propre qu'elle a encore à travers sa fille, quand c'est dit qu'en fait, que dans ses économies, elle économise tout pour donner des beaux vêtements à sa petite fille. Alors qu'elle s'habille, quand elle réapparaît, le narrateur dit « c'était Fantine ». Il répète « c'était Fantine » juste après, juste pour montrer à quel point c'est presque surprenant, marqué le fait que cette femme, c'est celle la jeune fille d'avant, tu vois, qui a complètement changé, mais elle continue quand même d'habiller sa petite fille bien. Et il y a la description normalement de Cosette qui est décrite comme un petit ange, et il y a cette innocence de l'enfance où il y a Cosette, Éponine et Azelma, donc les filles Thénardier, qui jouent ensemble, et elles ont le même âge, Éponine et Cosette, et quand on sait ce qui va arriver par la suite, c'est tellement triste, quoi. Et encore là, on a encore une fois un dilemme. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Fantine? Est-ce qu'on gardait sa petite fille avec soi, alors au risque de mourir de faim toutes les deux, sachant qu'elle sait très bien que si elle a Cosette avec elle, elle ne trouvera jamais de travail, puisque c'est une fille mère, c'est mal vu. Ou devoir abandonner son enfant derrière elle pour avoir une chance de trouver du travail, c'est hyper triste, quoi. De cette scène, c'est des personnages hyper courageux, hein, quand même. Le choix qu'elle fait, elle le fait pour le bien de sa fille, et c'est pareil, elle a ce devoir de... jusqu'au bout, elle veut pas se prostituer, en fait, elle se dit je veux pas, je veux un travail honnête, je veux sauver ma fille, je veux avoir assez d'argent pour aller la récupérer, je veux lui offrir une belle vie, quoi. Donc c'est un beau personnage avec des belles valeurs morales, quoi, Fantine. Qui a ce truc très triste qui ressemble aussi à la Chante Fleurie dans Notre-Dame de Paris, quoi. C'est qu'elle veut tout faire pour sa fille, même si elle, c'est une femme pauvre et tout, et que pour elle, c'est terminé, mais elle veut offrir le meilleur à sa fille. Non, oui, en effet, c'est ça, c'est terrible, surtout quand on croit qu'elle sa fille bien traitée, alors que pas du tout. C'est horrible. Et très vite, on comprend le véritable visage des Thénardier. Et puis la rumeur, les gens croient que Cosette a été abandonnée par Fantine, oubliée, c'est horrible. Et du coup, on a alors... je vais vous décrire. On reviendra sur Cosette dans le tome 2, puisqu'il s'intitule Cosette plus en détail. Mais il y a cette description à la fin du livre 4. C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant, qui n'avait pas encore 6 ans, grelottant sous de vieilles loques de toile trouée, balayer la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Et ça donnait une illustration très, très célèbre des Misérables. Je pense qu'en pense Misérables, on a cette image-là en tête, parce qu'en fait, c'est devenu l'affiche du musical, qui est connu dans le monde entier. Et vraiment, est-ce que ça vous avez... Cette scène, Cosette chez les Thénardier, le fait que Éponine et Azelma s'est dit qu'elles vont adopter le comportement de leurs parents et devenir cruelles aussi avec Cosette, est-ce que ça vous avait pas fait penser à une autre histoire connue? Cendrillon, peut-être, comme ça, tout ça. Peut-être. Parce que là, on a la méchante Madame Thénardier, la méchante belle-mère, et puis il y a les deux méchantes sœurs à côté, et Cosette qui devient une Cendrillon, en fait. Tout à fait. Voilà, Cendrillon, en effet.
Est-ce qu'il y a je pense qu'il y a une inspiration qui est là. Hein. Ah bah Et oui. est-ce qu'on pourra dire en anticipant que Jean Valjean est la bonne fée? Peut-être. Voilà. Et il y a une image à la fin, on dit dans le pays, on l'appelait l'alouette. Parce que l'alouette, selon la tradition, c'est le premier oiseau qu'on entend au matin. Le peuple qui aime les figures s'était plus à nommer de ce nom ce petit être, pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin dans la maison et dans le village, toujours dans la rue ou dans les champs avant l'aube. Seulement, la pauvre alouette ne chantait jamais. Et ça finit comme ça. Et la figure de l'alouette, Cosette l'alouette, va revenir en fait cette image au fur et à mesure, tout le long du roman. Cosette, alouette, ça rime. Voilà. Ensuite, on va continuer les sacrifices, c'est de pire en pire, puisque il y a notre chère Madame Victurnien qui, alors là, Hugo fait un portrait cinglant des commères, ces gens qui vont mettre leur nez partout et comme il dit, ils mettent, ils foutent la merde, hein, désolé, juste par curiosité, puis après, ça change rien à leur vie, en fait. Et elle a bousillé en allant espionner, en fait, elle met en l'air la vie de Fantine. Enfin, elle perd son emploi, tout ça, à cause de l'autre qui doit continuer sa vie et qui est toute satisfaite. C'est cinglant le portrait qu'il fait de cette femme, je trouve. Il y a quand même des remarques misogynes. Voilà, il faut dire Oui. Totor, il y a des trucs qui marchent pas, ou pour lui, en gros, ces jeunes femmes, suivez l'exemple moral de Fantine, et attention, sinon vous pouvez très bien devenir la vieille commère aigrie qui fait du mal à la pauvre jeune fille, etc. Quoi. Voilà, si on met un bémol, il y a des petites remarques misogynes chez Totor. Voilà. Personne n'est parfait. Non. Et donc là, je vous ai mis un extrait du film de 2012 où on a la scène donc, vraiment, où elle va du coup vendre ses cheveux, puis ses dents, qui, je rappelle, étaient ses seules richesses. Et là, c'est vraiment... Alors, dans le roman, on n'a pas la scène des dents. Il y a une petite ellipse. Et quand elle revient, elle n'a plus de dents, elle a la bouche ensanglantée. La plupart... Celle de 2012 et l'adaptation de 2018 montrent la scène. Alors, dès quand ils peuvent montrer la souffrance, la déchance de Fantine, ils montrent la scène de l'arrachage de dents. C'est voilà. C'est des scènes très horribles. Malheureusement, c'était le cas à l'époque, les femmes qui vendaient leur... Il y a ça dans d'autres circonstances, mais il y a ça dans Les filles du Docteur March, où Joe vend ses cheveux pour financer le voyage de sa mère pour aller voir le père blessé, là, mais là, voilà, il a les dents, voilà, ce côté-là, ces perles qu'elle a dans la bouche, c'est horrible. Et ensuite, j'ai noté le passage qui m'a... La phrase qui m'a brisé le cœur, c'est après la dernière étape, quoi, qui reste, où c'est écrit 100 francs, parce que les Thénardier demandent de plus en plus d'argent. 100 francs songe à Fantine, mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour? Allons, dit-elle, vendons le reste. Et le reste, c'est son corps, quoi. Son corps. Ça me brise le cœur à chaque fois. De toute façon, je dis, c'est pas joyeux, l'histoire de Fantine, voilà. Non. Et du coup, on arrive à ce que j'ai appelé vraiment la déchance totale, quand on la revoit plus tard. Je sais pas si vous avez marqué, il y a un petit changement dans la façon dont elle est désignée, qui change tout. Je sais pas, quand on la revoit et quand Jean Valjean est dans la rue, et qui voit cet homme qui l'agresse avec la neige, et il y a une façon dont elle est désignée qui en dit beaucoup. Donc là, il y a la scène, etc. Ces injures, vomies d'une voix enrouée par l'eau de vie, sortaient hideusement d'une bouche à laquelle manquaient en effet les 2 dents du devant. C'était la Fantine. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle est quasi désignée uniquement par la Fantine. Jusqu'à ce que Jean Valjean la recueille, qu'elle redevienne Fantine, mais là, elle est la Fantine. Donc, elle devient une chose. La. Voilà. C'est super intéressant qu'elle soit pas tout de suite reconnaissante et qu'elle a une colère contre Monsieur Madeleine, qu'on n'a pas dans toutes les adaptations non plus, soit dans le musical on ne l'a pas, mais là elle est vraiment elle lui crache à la figure, elle l'agresse, etc. Parce qu'elle croit qu'il est responsable de tous ces malheurs. En fait, c'est juste un quiproquo à ce moment-là, il n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé. Et s'il avait été mis au courant, en fait, elle n'a pas osé aller le déranger, Monsieur le maire. Si elle avait osé, peut-être que rien de tout ça serait arrivé. C'est tragique, en fait, c'est de la tragédie qu'on a là. J'aime la façon dont la déchéance de Fantine est montrée dans l'adaptation de Robert Hossein. Je l'ai plus tard, je ne sais plus à quel moment. Voilà, j'ai la fameuse adaptation où on voit Lino Ventura un peu plus vieilli, comme je vous disais tout à l'heure. Ah oui.
l'adaptation de Robert Hossein. Voilà. Et en fait, on arrive sur là, on arrive sur la fin de Fantine. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin cette fin de vie? Moi, je trouve que si on parle en tant que comédienne, en tant que de rôle, c'est sûr que tu veux jouer Fantine. Tu as envie de jouer cette déchéance-là, de jouer tout ça, de jouer cette fin, de jouer le fait qu'elle croit jusqu'au bout qu'elle va pouvoir voir sa fille, elle entend une voix, elle se dit c'est ma fille, et puis c'est tout, et c'est terrible, quoi. On sent l'amour inconditionnel d'une mère pour son trésor, et que de toute façon c'est tout ce qui lui reste, et que c'est sa rédemption, en fait. Elle pense que c'est ce qu'elle a fait de plus beau et de plus noble, c'est d'avoir sa petite Cosette, et je trouve que c'est tragique, c'est une tragédie de toute façon, la vie de Fantine jusqu'à la fin, et c'est terrible, quoi. Et on comprend pourquoi, à quel point Jean Valjean il s'attache à elle, et à quel point ce personnage-là va aussi changer aussi toute la trajectoire de Jean Valjean pour la fin, quoi. Moi, j'avais en tête la mort de Fantine dans la comédie musicale. En fait, elle meurt heureuse dans Les Bras de Jean Valjean parce qu'elle hallucine, en fait, Cosette, et elle meurt heureuse. Et je me souvenais plus que dans le roman, c'est pas du tout ça. Elle est horrible, ça. Enfin, elle meurt sans revoir Cosette, et en plus, elle meurt en se sentant presque trahie par Jean Valjean, parce qu'elle apprend que Jean Valjean lui avait dit qu'il était la chercher, il n'est pas la chercher. Et Javert lui avoue que Monsieur le maire, Monsieur Madeleine, n'existe pas, c'est un leurre, et en fait, c'est un bagnat, etc. Donc, elle meurt sous choc, en fait, presque. C'est ça qui la tue, en fait. Et à la toute fin du tome 1, où c'est dit qu'elle finit en fait dans la fosse commune, que les gens ne tiennent pas compte des demandes de Jean Valjean, et ils la mettent dans la fosse commune, quoi. C'est terrible comme fin. Je m'en souvenais plus que c'était à ce point-là, quoi. Enfin... Et je trouve, moi, j'aimerais bien, avant qu'on arrive petit à petit vers la conclusion de ce live, qu'on prenne un peu vraiment la portée du personnage de Fantine. Est-ce qu'il faut vraiment se rendre compte que Hugo, il prend vraiment la défense des mères célibataires à travers elle, et des filles mères, quoi, en fait. Déjà que les mères célibataires, je trouve qu'aujourd'hui, encore dans la société, on a encore du chemin à faire, hein, je pense. On reproche souvent aux femmes qui élèvent seul leur enfant, mais on ne fait pas de reproche au père qui est parti, par exemple. Et là, et puis en plus, c'est une fille mère. Je trouve que c'est rare pour l'époque, j'ai l'impression. C'est quand même fort, en tout cas, c'est pas rare, mais c'est fort, je veux dire, de prendre la défense, en fait, de cette jeune fille qui a fait des erreurs de jeunesse, mais qui en paye le prix tellement fort. Et puis aussi, c'est aussi un personnage de prostituée, Fantine. Et c'est un personnage de prostituée qui est une héroïne, tu vois, qui est pas représente le vice, etc. Ce qui est un passage aussi où c'est dit qu'elle prend un amant à un moment donné, même avant de se prostituer, elle prend un amant, etc. Donc elle continue à avoir une vie sexuelle active, etc. Malgré tout, mais je pense que c'est pour compenser un manque affectif aussi avec tout ce qu'elle. Je voulais parler donc de l'introduction des antagonistes des Misérables. Alors, je vais pas m'attarder dessus, parce qu'en fait, on va pouvoir en parler tout au long parce que c'est des personnages qui apparaissent tout au long du roman. Là, on a vraiment l'introduction. Par exemple, les Thénardier, comme je disais, on va vraiment en parler davantage dans le prochain tome. Mais je vous ai mis quand même des images rapidement, donc de Madame Thénardier, parce que j'ai pas mis Monsieur Thénardier, parce que techniquement, on le voit pas vraiment encore. Alors, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on l'entend pour la première fois, il parle derrière dans l'auberge, en fait. Tout à fait. Et c'est au moment où Fantine a commencé à parler d'argent qu'il intervient en mode il entend. Ça me fait... Donc c'est pour ça, pour l'instant, j'ai juste mis Madame Thénardier, j'ai mis l'adaptation de 2018 avec Olivia Colman. Je trouve que physiquement, elle ressemble pas mal à la description rousse, etc. Bon, comme souvent, les Madame Thénardier sont plus âgées qu'elles le sont réellement, parce que c'est écrit que première apparition, elle a à peine 30 ans, quoi. Alors que les actrices sont toujours un peu plus âgées. Bon, après, comme ça se passe sur plusieurs années, on peut dire ça marche. Et à côté, vous avez, alors j'ai pas la même force, c'est un comédien russe qui joue Javert, je crois que c'est sur les planches. J'ai pas retenu le nom, mais je trouve que ça ressemblait bien à la description du Javert du roman, comment il est écrit. Qu'est-ce que tu as à dire sur Madame Thénardier? Est-ce que tu as quelque chose à dire dessus?
Ou tu veux qu'on passe à Moi, je trouve Javert? qu'ils sont le côté grotesque qu'il y a chez Hugo. On dit souvent que dans les romans d'Hugo, il y a le sublime et le grotesque. Et je trouve que les Thénardier sont les deux personnages qui représentent vraiment le grotesque dans Les Misérables, y compris par leur description physique, et qui sont souvent reprises aussi dans les adaptations. Et dans la comédie musicale, c'était très mis en avant, où la dame Thénardier, ça va être vraiment une dame très grosse, très forte, qui prend de la place. Et à côté, on a le mari qui est tout fin, tout maigre. Enfin, ils ont quelque chose de très cinématographique étrangement, enfin en tout cas de très théâtral dans leur jeu, dans la manière dont ils prennent l'espace, tout ça. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est dans la première apparition de Madame Thénardier, c'est quand Fantine la rencontre et qu'elle voit les deux petites jouer, et Madame Thénardier qui les surveille à côté. Et en fait, au premier abord, c'est comme si tu étais du point de vue de Fantine et que tu vois pas vraiment le mal, et le mal, tu le vois à quel point ils sont horribles après. Et d'ailleurs, c'est dit dans la narration que Fantine n'avait pas vu, en fait, alors que ça se voyait que c'était pas des bonnes personnes, mais qu'elle n'a pas vu ça, en fait, de ses yeux innocents. Mais il y a quand même un indice dès le début que Madame Thénardier, elle a l'air d'aimer ses petites. Enfin, on verra dans la suite. Mais il y a hyper intéressant. Les descriptions, comment elle joue en fait avec la chaîne. Un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber. Une mère avait vu cette effroyable chaîne et avait dit « Tiens, voilà un joujou pour mes enfants. » Pour moi, c'est le premier indice comme quoi pas une belle personne. C'est pas une belle personne. Hein. Tu laisses tes deux petites jouer, faire une espèce de balançoire avec une chaîne. Enfin bref. Voilà, c'est hyper intéressant. Voilà, du coup, maintenant, Javert. La description de Javert, on nous dit qu'il porte une redingote et un chapeau. Il a comme une canne et des énormes favoris. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous ai mis c'est les rouflaquettes, quoi. Et il y a aussi la description de son nez, etc. Je trouve qu'il ressemble vraiment le mec, là, que j'ai trouvé. Je ne vous ai pas montré toutes les... J'ai pas fait un comparatif sur tous les Javert, on fera peut-être un plus tard. Mais... Et je trouve que et moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux dans sa description. Est-ce que ça a été évoqué quelque chose, la façon dont il était présenté Javert ou pas? Les paysans austériens sont convaincus que dans toute portée de louve, il y a un chien, lequel est tué par la mère, sans quoi, en grandissant, il dévorera les autres petits. Donner une face humaine à ce chien, fils d'une louve, ce sera Javert. Ensuite, on a du coup son nez et ses favoris qui évoquent deux forêts et deux cavernes. Je trouve que ça ressemble bien sur la photo. Et après, il se faisait autour de son nez un plissement épaté et sauvage, comme un mufle de bête fauve. Javert, sérieux, était un dog. Lorsqu'il riait, c'était un tigre. Du reste, peu de crâne, beaucoup de mâchoires. En fait, moi, j'ai noté, Javert, c'est vraiment un animal, et plutôt, il était vraiment comparé à un chien, en fait. C'est vraiment un chien de police, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant parce qu'on a les origines de Javert, et ça, je ne me souvenais plus, qu'en fait, c'est les origines de ses parents. Ça évoque un peu Jean Valjean et Fantine, en fait, ses parents. Je trouve. Et justement, j'ai l'impression qu'il a un rejet de ses origines, et c'est pour ça, je pense qu'il va aller tout droit dans le droit chemin, parce qu'il l'assume pas. Enfin, ses propres origines le dégoûtent, en fait. C'est hyper intéressant d'où il vient, en fait. Parce que Javert était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. Donc le mari est galérien, donc c'est l'équivalent en fait comme les bannières, etc. Voilà. Et il est né dans une prison, donc sa mère, ça a été en prison. Et puis tireuse de cartes, c'est vu comme ce truc, c'est comme bohémienne, prostituée. Bohémienne, voilà. Donc c'est hyper intéressant. J'avais plus en tête ce détail. Je trouve que les antagonistes, d'un côté, il y a les hors-la-loi, ceux qui représentent les hors-la-loi, et Javert qui représente la loi. C'est les deux extrêmes qui sont les antagonistes du roman. Très bien résumé. Moi, je trouve qu'une des scènes où j'ai eu beaucoup de tension à la lecture, et même si je connais la suite, où je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, c'est le moment où Jean Valjean revient chez lui, il y a la sœur qui veillait Fantine, et on nous explique pendant un chapitre complet que cette sœur n'a jamais menti de sa vie, que c'est sa morale et tout, et donc Javert, comme il croit en Dieu, il croit à la chrétienté, et qui croit à cette sœur-là qui est le symbole vraiment aussi du bien sur Terre. Et donc, quand il lui dit, y avait-il quelqu'un ici, il y a quelqu'un avec nous, et qu'elle lui dit non, en fait, c'est ça qui change tout le reste de l'histoire, c'est le mensonge d'une femme qui n'a jamais menti. Et elle ment parce que pour elle, le bien, enfin...
n'est pas dans la vérité. Oui, Le c'est bien, il hyper, est dans hein, Monsieur ouais. Madeleine et tout, et je trouve que ça, c'est très très beau. Et on a à nouveau on reprend l'évêque de Digne du début, c'est que en fait, parfois, le bien chrétien, il n'est pas dans le bien juridique, le bien des hommes, quoi. En fait, il y a quelque chose qui va au-delà des lois et d'humain à humain dans la bonté. Voilà, je trouve que c'est très intéressant ces personnages de religieux-là qui font le vrai bien d'humain à humain, quoi, au-delà des lois. Mais il y a vraiment plein de tensions à chaque apparition de Javert, je trouve, parce que tu sais, on comprend qui sait que Jean Valjean, il a Bien des sûr. soupçons et tout ça. Et moi, je trouve qu'il est même dans l'écriture, il est traité comme un Josquin presque, parce qu'il y a le fin, tu vois, où il est au chevet de Fantine. Il dit qu'avez-vous, Fantine, etc. Et le chapitre se termine et se retourna et vit Javert. Fin du chapitre. Ouais. Moi, j'étais là. Vous allez voir, mais Javert et Jean Valjean, il y a plein de péripéties que vous allez voir dans le tome 2 qu'il n'y a pas forcément dans toutes les adaptations, mais c'est vraiment chat et la souris, quoi. Voilà. Voilà pour cette analyse du tome 1. Bravo, en 2h23, l'analyse du tome 1 des Wow. Misérables. On a Bravo, été merci efficace. à nous, bravo et merci à nous. Hein. Bah écoutez, je vous dis, je vous fais un gros bisou tout le monde. Tous ceux qui étaient là, puis tous ceux qui sont dans le replay, voilà. Si je ne me trompe pas, le replay sera disponible. On se retrouve dans 2 mois pour le tome 2 des Misérables. Bonne soirée Bisous, tout le monde. bonne soirée.